Je suis content d'être avec vous. J'avais pris 2 trucs dans la journée en plus, donc j'ai fait un aller-retour dans l'après-midi parce que je suis nul avec mon agenda. Je voulais vous raconter un peu sur cette histoire de révolutionner l'éducation. Comme je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas fait de doctorat en la matière, je voulais vous parler de mon propre itinéraire et de ce que j'avais pu à la fois vivre et à la fois constater à l'endroit où je suis, donc qui est un endroit privilégié aussi pour voir tout un tas de choses qui changent. Depuis que je suis tout petit, j'ai 2 choses qui m'obsèdent. C'est faire la chose qui me passionne le plus dans la vie, ne jamais m'ennuyer. Je me suis beaucoup ennuyé à l'école, entre parenthèses. J'avais qu'une envie, c'était que ça se termine pour pouvoir faire les choses que j'avais envie de faire. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que ce que je peux faire peut être utile, avoir un impact sur le monde qui m'entoure, ayant très jeune constaté qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Quand je suis donc sorti de l'école, à la recherche de ce que j'allais bien pouvoir faire, donc j'ai fait beaucoup de choses. J'étais comédien, ensuite j'ai fait de la médecine naturelle, j'ai appris à masser les pieds notamment, à faire de la réflexologie plantaire. J'aurais pas le temps aujourd'hui, je suis désolé. Complet. Ensuite j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens, j'ai organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix à Bruxelles et à Séville. Et en 2007, on m'a proposé de créer Colibri, donc avec Pierre Rabhi. Et pendant toutes ces années, à la fois en cherchant quelle était justement la façon pour moi de m'exprimer de la façon la plus juste, en faisant ce pour quoi j'étais le plus doué, pour lequel j'avais le plus de talent, je vois qu'assez rapidement, je me suis perdu dans une espèce de tourbillon d'action. Parce que le monde est vaste, qu'il y a beaucoup de problèmes, et que si on commence à s'occuper de tous ces problèmes, les journées à 24 heures sont souvent trop courtes. Et petit à petit, je me suis mis à avoir une espèce de boulimie d'activisme en me disant il faut agir, il faut trouver une solution, comment faire. Tous les ans, je vois la situation écologique, économique, sociale qui se dégrade, et tous les ans, j'essaie de donner plus d'énergie, toujours plus d'énergie pour que ça fonctionne. Jusqu'à ce que l'année dernière, au mois de juin, je fasse un burn-out qui m'a laissé 2 mois et demi sur le carreau et qui m'a obligé à me redemander à partir de quel endroit je faisais les choses et si cette espèce de frénésie d'activisme, d'action, de faire toujours plus de trucs, était vraiment ce qui pouvait apporter une solution. J'ai recommencé une thérapie, parce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, et pendant 9 mois, qui m'a permis un endroit de moi qui était un endroit de profondeur, qui était un endroit où j'étais en mesure d'avoir une véritable puissance, parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est dans une sorte de plénitude, a en général 10 fois plus d'impact que quelqu'un qui s'agite comme un malade, même si ce qu'il fait est extrêmement intéressant. Et une des premières choses qui m'a permis de prendre conscience de ça, c'est mes enfants. Puisqu'on parle beaucoup, donc on parle d'éducation, donc entre parenthèses, on parle d'éducation des enfants. Et j'étais devenu, j'étais dans une espèce de spirale où j'ai des petits-enfants, donc j'ai des enfants qui ont 8 ans et 5 ans aujourd'hui. Et plus j'étais dans cette espèce de frénésie d'activisme, plus je rentrais chez moi dans une espèce d'état comme ça, hyper fébrile, à regarder des mails, mon téléphone et ça, plus mes enfants étaient dans tous les sens, en se disant qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il se pose pas, qu'est-ce qu'il a. Et donc plus ils étaient dans tous les sens, et plus ils s'agitaient, et plus moi je me disais mais ils font n'importe quoi, c'est pas mal, donc je m'énervais contre eux, donc c'était encore pire, donc je les engueulais. Jusqu'au moment où, quand j'ai fait cette espèce de burn-out, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça la relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants? Est-ce que c'est ça que je suis en train de raconter à l'extérieur, d'avoir des relations aussi conflictuelles et aussi superficielles, etc. Et je me suis rendu compte que, en arrêtant simplement de m'agiter et en étant simplement présent à mes enfants et en leur expliquant simplement ce que je vivais au quotidien, que je pouvais être fatigué, que je pouvais être soucieux, etc., que tout d'un coup, nos relations sont devenues totalement différentes, d'une grande intimité, d'une grande profondeur, et que ça s'est mis à me régénérer. Et je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à faire finalement.
il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne, il n'y a pas grand-chose à faire pour que finalement l'exemple que je vais donner à mes enfants soit radicalement différent entre un père azimuté qui est soi-disant en train de sauver la planète et un père qui prend le temps d'être avec eux, de partager, de les écouter, de les aimer, etc. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis à nouveau demandé quelle était la chose qui était le plus important pour moi et qui était peut-être l'endroit où je pouvais être le plus utile au monde. J'ai une formation artistique à l'origine. J'écris des romans, j'écris de la poésie depuis des années. Et je me suis dit, finalement, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire la synthèse entre agir et créer. Ce qui m'a amené à faire des rencontres et ce qui m'a amené à comprendre quelque chose qui a été un vrai déclic pour moi et que j'aimerais partager avec vous. J'ai fait plusieurs rencontres, mais notamment une rencontre avec Mohamed Younous qui me disait finalement aujourd'hui la chose qui peut être la plus puissante à faire pour changer notre monde, c'est de créer un nouveau récit. J'ai beaucoup apprécié quand Barbara en parlait ce matin parce que ça résonne beaucoup avec ce que je vis en ce moment. Dans la mesure où nous sommes des êtres profondément subjectifs, je vous conseille notamment de lire un essai qui est particulièrement intéressant de Nancy Houston qui s'appelle « Espèce fabulatrice » qui raconte que finalement nous sommes des êtres qui construisons sans cesse de la fiction. Nous avons très peur de mourir, nous avons besoin de construire du sens pour supporter notre vie sur cette planète et supporter l'idée que nous sommes sur cette planète alors que nous allons mourir. Et cette tentative de construire du sens nous amène à construire de la fiction et à nous construire des histoires. Et dans cet essai, elle développe l'idée que tout ce que nous pensons être des faits objectifs de l'histoire, par exemple l'histoire de France, ce ne sont que des fictions. Ce sont des faits que nous avons accolés les uns derrière les autres, que nous regardons avec un certain point de vue, et que ce point de vue détermine la façon dont nous percevons la réalité. Ça, c'était la première chose qui m'a énormément frappé. La deuxième, c'est je me suis intéressé à la question du cinéma, puisque je vous raconte un peu, je suis en train de préparer un film. Et je me suis documenté et je suis tombé sur une anecdote assez significative, qui est qu'en 1947, au moment où les Américains sont venus négocier le plan Marshall avec les Européens, ils ont envoyé une personne en Europe qui cumulait deux fonctions. À la fois, il était patron de la chambre de commerce des entreprises américaines et à la fois, il était patron de l'industrie cinématographique. Et en échange, notamment des millions qui étaient investis pour reconstruire l'Europe, les États-Unis ont négocié d'avoir 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Ce qui paraissait anodin relativement à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a une exégèse qui est très fournie, qui montre à quel point ça a été une façon d'exporter la culture américaine et le modèle, on va dire, américain ou tout ce qui allait avec, qui a été extrêmement puissante. Et que finalement, si nous avons construit la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que nous en avons rêvé très fort. En tout cas que des films, ensuite reliés par la publicité, par des romans, par des émissions de télé, nous ont donné une aspiration extraordinaire à construire ce monde, en pensant que, en inventant toutes ces choses, en ayant de plus en plus de confort, en ayant la capacité d'acheter, tout ça allait nous rendre heureux. Donc d'une certaine façon, c'est pas un accident que cette société soit construite comme elle s'est construite, c'est profondément, en tout cas c'est ce que je crois, parce que nous l'avons voulu à l'époque. Et donc ce qui m'a fait tilt, c'est que je me suis dit, si aujourd'hui nous voulons donner beaucoup d'énergie à nos sociétés pour aller dans un autre sens, nous avons besoin de construire ce nouveau récit, de construire ce nouveau rêve qui soit suffisamment puissant pour nous attirer, pour construire cette nouvelle société. D'une certaine façon, on peut dire qu'aujourd'hui, si on met bout à bout, et je rebondis encore sur ce que disait Barbara ce matin qui m'a particulièrement touché, si on met bout à bout les initiatives les plus abouties dans tous les domaines qui aujourd'hui réinventent notre façon de faire l'agriculture, de faire l'énergie, d'éduquer nos enfants, d'organiser notre économie, de construire nos maisons. Nous avons vraiment les ferments comme les pièces du puzzle de cette nouvelle histoire qui nous permettrait de façon beaucoup plus puissante, je crois, que des messages anxiogènes, de nous donner l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, qui est
qui est parfois désespérant, c'est que d'empiler les constats, de dire que la Terre est en train de s'auto-détruire, enfin que l'humanité est en train de s'auto-détruire, que c'est la 6e extinction de masse des espèces, que bientôt il n'y aura plus de pétrole, que c'est la crise économique mondiale, etc. Ça nous met dans une espèce de crispation absolument terrible, où les problèmes paraissent gigantesques, où on ne sait absolument pas comment y répondre parce qu'on se sent tout petit pour le faire, alors que je pense qu'on a besoin d'être profondément inspiré et qu'on a besoin de se relier à toutes les personnes qui aujourd'hui sont déjà dans cette dynamique de construire cette autre société. Ça a été mon premier déclic, c'est-à-dire on a vraiment besoin de cette nouvelle vision, de ce nouveau récit, etc. Le deuxième déclic, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle vision, ou pour pouvoir même être capable de la recevoir, on a besoin d'être des êtres libres. C'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir penser en dehors des sentiers battus de nos différents conditionnements. Du conditionnement culturel, religieux, familial, dans lequel on a évolué. Et pour ça, je reboucle avec mon sujet, c'est-à-dire qu'à la fois on a besoin de tout ça pour s'éduquer nous-mêmes à autre chose, mais si on veut être des êtres libres, ça me ramène au fait qu'on a la vraie nécessité d'éduquer nos enfants pour devenir des êtres libres, et donc de les accompagner dans cette découverte d'eux-mêmes, découverte de leur liberté, et d'en faire des êtres profondément responsables, ce à quoi moi je me sentais aspirer depuis mon plus jeune âge, mais que je n'ai pas réussi à trouver dans la structure ni de l'école, ni de la société dans laquelle je vivais, et la capacité de découvrir quels sont leurs talents, quelles sont les choses qui les passionnent le plus dans la vie, et comment ils vont être en mesure de mettre ce talent et cette passion au service de la société dans laquelle ils vivent. Tout ça parce que, d'une certaine façon, aller vers cet épanouissement personnel, permettre à chacun d'entre nous d'être profondément heureux et satisfait de ce qu'il entreprend et de qui il est dans sa vie, c'est une façon de nous permettre d'arrêter de compenser. Et on sait que tous les mécanismes de compensation, justement à cette espèce de mal-être intérieur, nous conduisent à consommer comme des bêtes le samedi après-midi au centre commercial, à partir à l'autre bout du monde au week-end avec un avion et à faire un aller-retour, parce que il y a quelque chose en nous qui aspire justement à être plein et qui aujourd'hui ne l'est pas suffisamment. J'ai encore maintenant 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, je voudrais juste vous donner quelques exemples pour boucler ma boucle d'initiatives dans le domaine de l'éducation qui me paraissent particulièrement intéressantes et que j'aurais infiniment aimé connaître quand j'étais enfant et quand je suis allé à l'école. Il y a quelques mois, j'ai été amené à faire un dossier dans le magazine Kaizen donc sur l'éducation en Finlande. Et j'ai été particulièrement frappé par plusieurs choses. La première, c'est que le modèle finlandais dit notre priorité, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la transmission du savoir, c'est l'élève. Ça a plu beaucoup à monsieur au deuxième. Deuxièmement, pour justement mettre en œuvre ce système-là, l'objectif est d'avoir une formation extrêmement poussée des enseignants. Donc ils font d'abord un master en pédagogie, et s'ils enseignent dans le secondaire, ils font un master dans leur discipline. Ensuite, ils ont 3 années de in situ où ils vont apprendre justement à interagir et à appliquer cette pédagogie dans des classes. Et ensuite seulement, ils vont pouvoir intégrer des établissements. Ces établissements ont une très grande liberté pédagogique. C'est-à-dire que les chefs d'établissement ont la possibilité de recruter leur équipe, et les enseignants ont la liberté d'être des chercheurs en pédagogie dans leur classe, et ne sont pas cantonnés forcément à un programme. Les élèves, eux, sont amenés de façon assez progressive à choisir leur cursus. C'est-à-dire que pendant toute l'école primaire, ils ont la possibilité de choisir quelques matières. Au collège, ils peuvent choisir à peu près la moitié de leur cours, et au lycée, ils choisissent la totalité. Ce qui veut dire qu'ils se retrouvent dans des petits modules où ils sont 16 à 17, et où ils ont eux-mêmes déterminé quelles étaient les matières qu'ils avaient vraiment envie d'apprendre, pour lesquelles ils avaient de la passion, et qui étaient la porte ouverte justement pour rentrer dans à la fois l'acquisition de savoir et de savoir-faire et de savoir-être, et à la fois s'intégrer dans la société. Ce qui est demandé aux enseignants dans ce système-là, ce n'est pas de
déverser une connaissance pour ensuite demander aux élèves de régurgiter cette connaissance sur une copie et de vérifier si c'est bon. C'est de créer des situations d'apprentissage pour leurs élèves. Donc de créer des contextes et des situations dans lesquelles les élèves vont être amenés à acquérir des compétences. Et le professeur est une ressource parmi d'autres pour donner justement des éléments de connaissance à ses élèves parmi le web, les livres, les autres enfants, ou les autres élèves avec qui il peut se passer un certain nombre de choses. Donc ça, évidemment, il y a un système de notation qui est où il n'y a quasiment pas de notes. On est plutôt sur acquis, non acquis, et petit à petit, vers le lycée, on a une notation qui va de 4 à 10, je crois, puisque le 0 est banni. Donc ils ont un système de notation tout à fait particulier. Deuxième exemple que je trouve très intéressant, pardon, j'ai plus qu'une minute. Donc un dernier exemple particulièrement intéressant, une école qui est en France, c'est l'école du Colibri, qui est dans la Drôme, qui est une école primaire, où là, le focus est comment apprendre à apprendre. C'est une femme qui s'appelle Isabelle Bellou, donc, qui dirige cette école, et elle part du principe qu'il est plus important pour les enfants à l'école primaire d'apprendre à apprendre, plutôt, encore une fois, que d'intégrer des connaissances. Comment elle s'y prend? Dans un premier temps, elle a une méthode en 3 phases, où elle propose aux enfants de commencer par chercher eux-mêmes. Elle leur donne un problème particulier, ils cherchent eux-mêmes, et ensuite ils échangent entre enfants les résultats qu'ils ont trouvés, de façon à être obligés d'expliquer leur stratégie, la stratégie mentale qui leur a permis d'arriver à ce résultat, ce qui les oblige à intégrer les connaissances. C'est le même principe que si vous êtes obligé d'expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, ça vous aide à l'acquérir de façon beaucoup plus importante. Deuxième piste, un travail sur cette forme d'intelligence, partant du principe que tout le monde n'a pas la même porte d'entrée pour acquérir un savoir ou un savoir-faire, et qu'il y en a qui sont logico-mathématiques, mais il y en a qui fonctionnent avec le mouvement, il y en a qui fonctionnent avec la musique, il y en a qui fonctionnent avec la relation à la nature, et que tout ça, que l'objectif est que chaque enfant trouve quelle est sa bonne porte d'entrée pour pouvoir mieux se connaître, et donc ensuite pour pouvoir être autonome, pour pouvoir justement acquérir un certain nombre de connaissances. Et dernier champ particulièrement intéressant, le travail sur la culture de paix et la coopération, où il y a tout un travail pour apprendre aux enfants à gérer leurs relations entre eux, partant du principe que coopérer, c'est pas forcément inné et que ça s'apprend, et que gérer les conflits, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui leur sera particulièrement utile si on veut que ce soit des enfants qui soient capables de construire une culture dans laquelle on va être en mesure de réparer les différentes problématiques de la planète, etc. J'en termine là, tout ça pour vous dire que, pour moi, révolutionner l'éducation, c'est avant tout révolutionner notre posture intérieure et commencer nous-mêmes par nous mettre en harmonie avec qui nous sommes, trouver ce qui nous passionne le plus dans la vie, être heureux, et que de tout ça, à mon avis, peut découler une organisation sociale différente. Je vous remercie beaucoup.